On n'est pas sorti des rangs, c'est la galère. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'On n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. On va parler aujourd'hui principalement de la pêche et un peu de biodiversité marine. Dans nos vies, dans notre alimentation, on a pu se retrouver une plus ou moins grande partie d'entre nous à manger du cabillaud, du colin, du lieu quand nous étions petits à la cantine ou même dans nos assiettes en étant adultes. À se cuisiner des pâtes au saumon, à acheter du thon et des sardines en boîte, à déguster un plateau de fruits de mer ou des moules au Gros du Roi, ou bien même à ramasser des huîtres dans la rade de Brest à Plougastel d'Aoulas en Bretagne pour ceux qui connaissent. Peu importe, mais en attendant, nous sommes 97% de Français à nous nourrir de produits de la mer d'après une enquête récente. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. En effet, les Français sont de plus en plus désireux de produits de la mer. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons, la santé et le bien-être, l'alternative à la viande, une vision plus positive de la pêche par rapport à celle de l'élevage. Mais pour avoir ces poissons ou autres dans nos assiettes, il faut en majorité les pêcher. Donc la pêche c'est quoi ? La pêche c'est déjà un secteur économique important. Pour un petit peu contextualiser en quelques données, d'abord la France c'est le 4e producteur de pêche et d'aquaculture en Europe. Ensuite, la moitié des marins français pêche dans le nord-est de l'Atlantique, 15% en Méditerranée pour vous donner une petite idée. Et enfin, le déficit commercial est bien là, avec une importation de produits halieutiques qui est beaucoup plus importante que l'exportation. D'ailleurs, la pêche n'est pas qu'un secteur économique important. Les enjeux y sont multiples. Le premier, c'est clairement lié à la biodiversité marine. Peut-on la préserver tout en ayant une pêche industrielle ? Est-ce que la pêche durable existe vraiment ? Est-ce que les politiques européennes en matière de pêche sont efficaces ? Sans parler des enjeux qui sont liés au changement climatique, à la souffrance animale, aux conditions de travail ou même à la pollution. Nous allons tâcher avec mon invité du jour de traiter certains de ces sujets afin de les rendre plus lisibles pour vous les auditeurs. J'ai donc le plaisir d'accueillir Martin, futur ingénieur des ponts, des eaux et des forêts et vice-président de l'association Aileron pour nous parler de tout ça. Salut Martin. Salut Jordan, merci pour cette belle introduction qui illustre bien le sujet que peut être la pêche. Et merci aussi pour m'avoir invité pour en discuter et évoquer aussi ce qu'on peut mener nous au sein d'une association comme l'association Aileron. Bon, en tout cas, je suis très content de te retrouver ici. Je vais te poser les questions classiques que je pose à tous mes invités. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Et pourquoi le fais-tu ? Alors, je m'appelle Martin, donc j'ai 25 ans. Je suis tout juste diplômé d'une école d'ingénieurs, donc qui est l'école AgroParisTech, qui est une école d'ingénieurs agronomes sur Paris. J'ai récemment, donc comme tu l'as évoqué, intégré le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Donc c'est un corps d'État, donc c'est un corps de fonctionnaires, donc qui vise à travailler donc sur les thématiques du développement durable ou en tout cas de l'environnement de manière générale. Et aussi c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, donc vice-président de l'association Aileron, donc qui est une association qui œuvre pour la protection des raies et requins en Méditerranée. Ou en tout cas de leur belle appellation plus académique, les sélaciens. Donc un peu de science dans tout ce monde. Mais bon, je pense qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et pourquoi tout ça ? Donc personnellement, moi je crois fortement à la capacité de l'État aujourd'hui à apporter les outils, les mesures pour assurer la transition écologique, donc pour qu'elle soit une transition juste, pour qu'elle soit une transition soutenable et durable. Je pense que chacun a sa place et a son action à trouver dans tout ce grand chantier qui est la transition écologique, et moi je pense que c'est au sein de l'État, mais avec aussi peut-être une petite action, un petit engagement bénévole à côté que je trouverais ma plus grande utilité. Du coup, je pense qu'on va embrayer directement là-dessus. Donc tu viens ici avec plutôt la casquette de membre de l'association Aileron. Est-ce que tu peux m'expliquer le rôle de l'association, en tout cas sa fonction ? Alors Aileron, c'est une association de loi 1901 donc, qui œuvre à l'amélioration des connaissances relatives aux requins et aux raies en Méditerranée. Elle vise aussi à sensibiliser le grand public, les consommateurs, mais aussi le citoyen sur les raies et requins en Méditerranée. Et en fait, ces deux grands aspects, qu'est-ce que ça vise ? Ça vise à la protection, à la préservation de ces espèces qui aujourd'hui, on va dire, ne sont pas autant protégées que pourraient l'être d'autres espèces, comme par exemple les cétacés
Donc moi, dans cette association, donc, je suis vice-président, donc c'est un rôle un peu d'encadrement, donc on va dire que j'épaule le président sur les sujets importants de l'association, notamment la vision, les stratégies qu'on mène à moyen et long terme, donc sur quels sujets on souhaite se mobiliser. Donc ça va, on va dire, de la réponse d'appel à financement, donc finalement nous c'est un peu comme ça aussi qu'on fonctionne, à derrière le portage, le pilotage de projets avec des bénévoles, puisqu'on est une association de bénévoles et finalement c'est toute cette force collective qui nous permet d'avancer tous les jours. Alors, je te propose de revenir un peu plus tard sur ton association. Et là, dans un premier temps, d'aborder le sujet de la pêche. Et ensuite, on reviendra plus en détail sur vraiment la réalité de l'association, de comment ça se passe et aussi des limites que tu nous présenteras. Donc, on va parler pêche dans un premier temps. Pourquoi tu as voulu évoquer en priorité ce sujet ? Alors, la pêche, tout comme l'agriculture d'ailleurs, c'est un sujet qui nous semble extrêmement lointain. Donc pour la plupart d'entre nous, on est plus ou moins des urbains. On a un peu quitté soit le monde rural, soit le monde halieutique. Et donc on se sent très peu concerné par ces sujets. Et pourtant, j'ai bien aimé ton introduction, parce que tu l'as bien évoqué, un Français mange en moyenne 34 kilos de produits issus du milieu marin chaque année. Donc si on rapporte ça à la semaine, ça fait quelques centaines de grammes, donc ça fait 1 à 2 repas. Donc ça veut dire que 1 à 2 fois par semaine, nous sommes concernés par la pêche. Donc je trouve que c'est une manière assez intéressante d'approcher le sujet. Ensuite, comme tu l'évoquais aussi, donc, en termes d'alimentation, la pêche c'est un sujet majeur, puisqu'il s'agit d'une ressource, une source nutritionnelle de qualité. Donc on retrouve notamment certains acides aminés essentiels, et aussi surtout des acides gras comme les oméga 3. Donc il y a aussi ce volet sur l'alimentation qui n'est pas à négliger sur la pêche. Et forcément, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, on ne peut pas parler de pêche sans parler de préservation des ressources marines et plus généralement de qualité des écosystèmes marins. Donc aujourd'hui, la pêche, enfin en tout cas, c'est le principal facteur de dégradation du milieu marin et donc des espèces qui le constituent. Voilà pourquoi pêche et préservation des espèces marines sont indissociables. Au-delà de ces enjeux de ressources pour la pêche et des produits qu'on en tire, c'est aussi un enjeu d'atténuation du changement climatique. Donc indirectement, un écosystème fonctionnel, qu'il soit marin ou terrestre, c'est un écosystème qui capte et stocke du carbone. Et ces écosystèmes sont donc de véritables tampons face au changement climatique. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie parfois, mais la pêche et indirectement tous les services qu'elle nous rend participent, on va dire, ou en tout cas interagissent avec ces fonctions-là. Et pourquoi moi aujourd'hui je vous en parle, donc de par ma casquette forcément de bénévole impliqué dans la protection du milieu marin et de ses espèces, et ensuite personnellement, enfin professionnellement plutôt, j'ai pu m'intéresser à cette thématique que je trouvais passionnante lors d'une expérience en partenariat avec l'Université de Washington sur un projet que nous avions pu mener. Peut-être qu'on évoquera un peu plus particulièrement tout à l'heure quand on parlera de durabilité et d'équitabilité de la pêche. Avec plaisir. Dans un premier temps, j'ai envie de parler avec toi d'un sujet qui m'interpelle pas mal, c'est le côté politique. C'est vrai qu'on connaît tous assez bien, en tout cas, un citoyen connaît plutôt bien l'organisation politique liée à l'agriculture, avec la PAC, des termes qu'on connaît, qui sont assez populaires. Comment s'organise vraiment, d'un point de vue politique, la pêche ? En tout cas, qu'est-ce qui régit la pêche ? Alors, pour commencer, je dirais que tu as évoqué la PAC et c'est une bonne référence. Je pense que pour parler de pêche, il faut parler Europe. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne en tant que Français. Donc la pêche, c'est une compétence européenne. Donc elle est délimitée dans le cadre de la politique commune des pêches. Donc c'est l'équivalent de la politique agricole commune. Et donc elle donne les orientations et les grandes règles pour les 27 États membres de l'Europe. Et elle définit également les instruments économiques pour sa mise en œuvre et les instruments de gestion. Donc quand on va parler de quotas, quand on va parler de zones de répartition des pêches, donc c'est de ça qu'on va parler. Comment ça fonctionne ? La politique commune des pêches est votée en trilogue, c'est-à-dire que la Commission européenne fait une proposition qui est ensuite discutée par le Parlement européen et par le Conseil des ministres, donc les ministres de l'agriculture, parce que la pêche est rattachée souvent au ministère de l'agriculture dans les États membres. Et du coup, ce qu'il se passe, c'est que, à force de négociations et de discussions, une réforme, ou en tout cas une version de la politique commune des pêches est adoptée. Donc pour donner un ordre d'idée, la PAC, elle, a été créée dans les années 60. La politique commune des pêches a, elle, plutôt été créée dans les années 70 et s'est vraiment formalisée dans sa première version en 1981.
Et après, voilà, tous les décennies, on a une réforme de la politique commune des pêches. La dernière a eu lieu en 2013 et la prochaine devant avoir lieu en 2022 ou 2023. Donc cette réforme qui va directement influencer la politique française du coup. Exactement, exactement. Donc, si on fait le focus avec le côté français, donc en France, c'est le ministère de l'Agriculture qui administre la pêche, c'est-à-dire que c'est à lui que revient le contrôle des pêches et l'allocation des quotas, aussi également l'enregistrement, le recensement des navires. Il y a deux autres acteurs essentiels à bien saisir à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle française, pour comprendre la pêche. Donc, c'est ce qu'on va appeler les organisations de producteurs, donc les OP, qui sont des organisations qui assurent la distribution de ces quotas de pêche. Donc, en fait, le ministère de l'Agriculture reçoit sa part de quotas, qui est décidée à l'échelle européenne. Et ensuite, c'est distribué au sein de ces organisations de producteurs qui, eux, la redistribuent entre les différentes pêcheries, sur chaque façade maritime. Ok. Deuxième acteur, on va dire, important à un niveau un peu plus régional ou départemental, donc c'est ce qu'on va appeler les comités des pêches. Donc on en a un au niveau de chaque département, un au niveau de chaque région et un national. Donc c'est vraiment, ça fonctionne un peu comme un syndicat, donc c'est-à-dire que le comité national, les comités des pêches fonctionnent par des élections, donc un bureau, un président est élu dans une assemblée. Et on va dire que c'est une forme de représentation du secteur de la pêche. Et aujourd'hui, on va dire que ces comités-là ont une influence très importante et on va dire participent beaucoup à l'élaboration de la politique française de la pêche, ou en tout cas de la déclinaison européenne française de la politique commune de la pêche. Ok. C'est difficile pour moi de... là on parle politique, mais c'est difficile pour moi de ne pas évoquer le Brexit, parce que souvent, bien sûr, on a le sujet de la Manche où il y a différentes zones de pêche, où il y a eu des conflits entre pêcheurs. Est-ce que ça participe au fait que maintenant, la pêche, parce qu'on c'est de plus en plus médiatisé, le sujet de la pêche, pourquoi c'est un enjeu majeur ? Alors la pêche, pourquoi c'est un enjeu majeur ? Donc aujourd'hui, je dirais que je répondrais en trois enjeux. Donc d'abord, c'est un enjeu environnemental. La pêche et sa gestion plus particulièrement représentent un enjeu environnemental fort. Donc une bonne gestion des pêches assure, comme on l'évoquait tout à l'heure, une préservation des espèces marines et de l'environnement qui est associé. Donc on va parler des requins, des raies, des tortues, des baleines pour les plus médiatiques et les plus sympas à voir. Mais c'est aussi toutes les autres espèces marines, donc des plus petites, donc du phyto, zooplancton, voilà, jusqu'à même ce qu'on appelle les poissons moches, c'est-à-dire des poissons qui ne sont pas forcément très sympas à photographier, on va voir, mais qui ont pourtant un rôle essentiel dans l'écosystème. Et on passe aussi par d'autres grandes familles, des mollusques, des crustacés et autres que certains peut-être connaissent un peu mieux dans leurs assiettes. Ensuite, donc forcément, donc, il y a cet enjeu environnemental. Donc, si on veut aller un peu plus loin là-dessus, on peut parler aussi de services écosystémiques pour l'homme. Donc la pêche et on va dire l'océan et le milieu marin qu'il y a derrière, donc c'est des ressources directes qu'on tire pour nous alimenter, pour même différentes industries et autres usages. Mais c'est aussi des services de régulation que nous offrent, on va dire, l'océan et le fonctionnement de l'écosystème. Comme puits de carbone, on l'a évoqué, aujourd'hui l'océan c'est 50% du captage des émissions de gaz à effet de serre, donc les forêts ont aussi un rôle essentiel, mais à ne pas oublier les océans. Et enfin, je dirais, les services que l'océan et que finalement le milieu marin se rend à lui-même, donc par des écosystèmes qui fonctionnent et qui maintiennent une certaine biomasse, une certaine biodiversité, et finalement des caractéristiques qui aujourd'hui sont essentielles au bon fonctionnement du milieu marin. Deuxième enjeu qui est aussi important, donc un enjeu social, économique, on va dire. Donc la pêche, donc comme l'agriculture, encore une fois, c'est un moteur de beaucoup d'économies. Elle fait vivre des littoraux entiers et a été la principale dynamique dans beaucoup de communes du littoral français. Donc autour des pêcheurs, s'est construit de nombreux villages. Et en ce sens-là, il y a un véritable enjeu à conserver l'usage et la dynamique de la pêche pour conserver un certain dynamisme littoral, même si aujourd'hui on voit qu'il y a d'autres enjeux, d'autres usages comme le tourisme, comme le tourisme balnéaire, l'usage on va dire récréatif qui a pris beaucoup de place, ou des usages énergétiques avec l'éolien offshore, mais ne pas oublier que la pêche a aussi été finalement un moteur économique et social très important. Et enfin, dernier enjeu, mais qui n'est pas à négliger, c'est un enjeu patrimonial fort.
aussi. Donc ça crée une richesse culturelle et patrimoniale qu'on a tous en tête, hein, et donc voilà, notamment en Bretagne, qui est une région qui pêche beaucoup, et donc ça se traduit très fortement dans la culture locale. Je ne pense pas que la question soit doit-on encore pêcher demain, mais plutôt comment, en fait. Ok. Et on va rebondir un peu sur ça. Tout à l'heure, tu me parlais de durabilité, d'équitabilité. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, au niveau de la pêche ? Alors, en effet, je trouve que c'est une question particulièrement intéressante parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la pêche comme quelque chose de durable. Enfin, il faut que la pêche soit durable, mais il ne faut pas oublier que la pêche, pour être durable, doit aussi être équitable. Donc, pourquoi on pense à associer ces deux enjeux ? Donc, c'est comme quand on parle de transition écologique. Pour faire de la transition écologique, il faut une justice climatique. Je dirais que c'est exactement la même chose pour le secteur de la pêche. Une pêche plus équitable peut mener à une pêche plus durable. Donc, je vais approfondir un peu ces sujets d'équitabilité, d'équité dans la pêche. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'équitabilité dans la pêche, on parle de répartition des quotas de pêche. On parle d'accès à la ressource, un accès équitable pour tous, en tout cas pour tous les pêcheurs à la ressource, mais c'est aussi un accès au financement, un accès à l'encadrement par les administrations et par les organismes dédiés. Donc, si on veut aller un peu plus loin aussi là-dessus, aujourd'hui, quel est l'enjeu sur pourquoi on parle aussi d'équitabilité ? C'est que, on va dire qu'aujourd'hui, on a deux catégories dans le secteur de la pêche française. Donc, il existe beaucoup de nomenclatures, mais on va dire qu'on va retenir celle-ci. Il y a la petite pêche artisanale qui regroupe tous les navires de moins de 12 mètres utilisant de ce qu'on appelle des arts dormants, donc c'est-à-dire que ça va être des arts qu'on laisse dans l'eau, et en tout cas qu'on ne tracte pas, c'est surtout ça le point important. Et à l'inverse, donc la pêche, certains on appelle ça industrielle, même si elle ne l'est pas forcément, mais donc c'est des navires de plus de 12 mètres utilisant là, des arts traînants, donc ça va être par exemple des filets qu'on tire, la seine, le chalut, la drague et autres. Donc une fois cette distinction faite, je dirais qu'il faut remonter à pourquoi on s'est posé cette question aussi en France. Donc avant les années 80, donc ça rejoint ce caractère de durabilité, donc on avait très peu de quotas et les premiers quotas à avoir été mis en place concernaient les plus grosses pêcheries, parce qu'on disait les plus grosses pêcheries, c'est elles qui seront concernées par des quotas, sauf que progressivement, la ressource est en déclin. Une ressource en déclin dit un effort de pêche qui doit diminuer, et donc des mesures de gestion de plus en plus restrictives. Donc petit à petit, ces mesures ont concerné pas seulement les plus grosses pêcheries, mais toutes les pêcheries, sauf que les petits pêcheurs artisans, on va dire, ont été les derniers à être intégrés dans ce système de quotas, et donc on va dire qu'ils se sont retrouvés avec la fin du gâteau, qui avait déjà été partagé en partie. Ok, du coup on se retrouve un peu avec les mêmes problématiques que pour l'agriculture en terre, l'élevage, etc. Exactement. Et pour la pêche, j'ai envie de dire que c'est même encore plus parlant, parce qu'on est finalement des fois sur un accès commun. Donc c'est là où l'agriculture, on va dire qu'on a une acquisition foncière qui dit certains ont accès à cette terre. Pour la pêche, il y a des lieux de pêche qui sont, on peut y voir un bateau de 6-7 mètres comme on peut y voir un chalutier de 40 mètres sur la même zone. Et ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a finalement une situation qui est décriée par les petits pêcheurs artisans qui disent les quotas, la gestion des stocks qu'on a fait a permis de réaugmenter plusieurs stocks, donc c'est-à-dire qu'on réaugmente le gâteau, en tout cas on a plus de stocks disponibles, sauf que cette répartition finalement se fait au bénéfice des plus grosses pêcheries, en laissant de côté les petits pêcheurs artisans. Donc c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure d'équitabilité, c'est vraiment aujourd'hui ces petites unités artisanales il y a vraiment un enjeu à réorienter une partie de l'allocation des quotas pour ces petites pêcheries artisanales. Et pourquoi on parle de durabilité aussi ? Parce que aujourd'hui, ces petites pêcheries artisanales sont parfois plus sélectives, c'est-à-dire que quand elles vont pêcher une espèce, elles vont peut-être avoir les moyens, ou en tout cas dans leur technique de pêche, de sélectionner le poisson. On va dire un impact sur l'environnement, il y a des controverses, mais en tout cas souvent moins important. Et du coup, aujourd'hui, un grand débat qui est mené, c'est est-ce que l'allocation des quotas ne devrait pas se faire sur un critère historique, comme c'est fait avec les antécédents de pêche des plus grosses pêcheries,
mais plutôt sur un critère écologique. Donc vous voyez, les techniques et les engins que j'utilise n'ont pas beaucoup d'impact sur l'environnement, donc je devrais être récompensé pour cela. Et donc ça mène en fait vraiment de gros sujets aujourd'hui, et donc je pense que ça fait aussi partie, on parlait des enjeux tout à l'heure, ça fait partie, cet enjeu d'équité et d'équitabilité à prendre en compte dans les discussions à venir. Ok, merci beaucoup Martin. De toute manière, là on va faire une petite pause musique, mais après on va se retrouver où je vais te faire commenter 2 petites vidéos d'Hugo Clément où il parle un peu de ses controverses, de ses limites de la pêche et de la pêche qu'on qualifie un peu d'industrielle. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Ça marche. À de suite. Because I'm so open. You're so golden. I don't wanna be alone. You're so golden. You're so golden. You're so golden. I'm out of my head and I know that you're scared because hearts get broken. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Martin, avec qui on parle de la pêche. Alors ouais, un élément aussi que je souhaitais mentionner et qui est, je pense, très important à comprendre. Donc tout à l'heure, j'ai évoqué beaucoup l'organisation, on va dire, politique, administrative de la pêche, donc avec le ministère de l'Agriculture, les comités des pêches, etc. J'ai envie de dire, pour le consommateur, comment ça résonne tout ça. Donc je dirais concrètement comment la pêche s'organise du filet à la poissonnerie, on va dire. Donc aujourd'hui, donc une fois que le poisson est pêché, donc aujourd'hui il est débarqué en France donc, dans ce qu'on appelle des à la marée, ou ce qu'on appelle aussi des criées. Il en existe un peu partout en France, même si la Bretagne en concentre une bonne partie. Les pêcheurs donc vendent leurs poissons, donc la pêche du jour, donc à ce qu'on appelle des marailleurs. Donc ils sont en quelque sorte des négociants de la pêche du jour. Et donc comment fonctionne cette vente? Donc le poisson est vendu dans un système d'enchères assez complexe, mais qui, on va dire, fonctionne en fonction de l'offre, de la demande et de l'espèce considérée, de la saisonnalité.
Et donc ensuite, finalement, ce marailleur va revendre le poisson à des grossistes ou à des entreprises qui vont transformer ce poisson. Et ensuite, le poisson se retrouvera soit en grande distribution, soit il sera vendu à des poissonneries directement, donc dans sa forme la plus fraîche. Ok, merci Martin d'avoir rebondi sur ce sujet de tout à l'heure. Du coup, maintenant, je vais te faire commenter 2 vidéos. Déjà, je vais te faire commenter un premier extrait d'un reportage d'Hugo Clément d'avril 2019 pour Combini. Et après, on se retrouve juste après pour 2 petites questions sur cet extrait. On est dans le golfe de Gascogne, au large des côtes françaises, sur un bateau de l'organisation Sea Shepherd, le Sam Simon, qui est mobilisé ici pour tenter de sauver les dauphins qui vivent dans ces eaux en hiver et qui sont menacés par les navires français qui pêchent le bar, le merlu ou le cabillaud. Les dauphins sont pris dans les filets et sont souvent rejetés morts à la mer. Depuis le début du mois de décembre, plusieurs milliers d'entre eux auraient déjà été tués dans les eaux françaises. Je m'appelle Lamia Essemlali, présidente de Sea Shepherd France et responsable de l'opération Dolphin Bycatch. Là, on vient de voir plein de dauphins. C'est une zone qu'ils apprécient particulièrement en hiver. Les scientifiques estiment qu'il y a une population entre 180 000 et 200 000 individus qui passent l'hiver ici pour se nourrir essentiellement. C'est une espèce protégée, les dauphins. Pourquoi les dauphins ils se retrouvent dans les filets? Les dauphins se retrouvent dans les filets parce qu'ils chassent les mêmes proies que les bars. On parle même pas là de capture accidentelle à mon sens. C'est quelque chose qui est prévisible. On sait qu'on va capturer des dauphins en énorme quantité. Depuis le début de la saison de pêche, plus de 1000 dauphins se sont déjà échoués sur les plages françaises. 90% d'entre eux porteraient des marques de filet ou des signes de mort par noyade. Le massacre se voit sur la côte, mais c'est au large que la bataille se déroule. Bon voilà, donc déjà on sait que Sea Shepherd, c'est une association qui est militante. Pourquoi c'est Sea Shepherd qui intervient dans ce genre de cas? Que font les États, que fait la France? Pourquoi c'est Sea Shepherd qu'on retrouve dans ce genre de situation à intervenir? Alors, c'est un extrait très intéressant puisqu'il évoque aujourd'hui, je trouve, une des grosses problématiques du milieu marin. Donc forcément, on a des conflits parce qu'on a des usages, la pêche. Donc ici, dans le golfe de Gascogne, donc des pêcheurs qui ont, elle a évoqué via des captures accidentelles, on va dire, pêche du dauphin. Donc Sea Shepherd, pourquoi Sea Shepherd intervient ici? Aujourd'hui, c'est quand même une des plus grosses associations au monde, on va dire, avec Greenpeace, qui intervient du coup d'une façon très très militante pour la protection des espèces et du milieu marin. On va dire que cette action qui est très militante, elle vise plutôt à essayer d'alerter le grand public. Et je pense que Sea Shepherd, finalement, est dans son rôle d'association militante. Alors, les techniques et les méthodes peuvent être et sont critiquables. C'est quelque chose que je comprends totalement. Après, au-delà de ça, elle fait vraiment son rôle de lanceur d'alerte. On a un problème et c'est un problème. Aujourd'hui, il y a énormément de captures accidentelles sur le dauphin. Et donc, pourquoi l'État n'intervient pas, ou c'est plutôt, je dirais, comment il intervient. Aujourd'hui, l'État directement finance des projets de recherche pour, on va dire, mieux comprendre la répartition des dauphins, mieux comprendre leur saisonnalité, essayer de mieux comprendre le comportement de l'espèce pour éviter ces interactions néfastes avec la pêche. Ensuite, dans un deuxième temps, ils essayent de développer avec certains pêcheurs, on va dire, des projets expérimentaux pour faire des mesures d'évitement, on va dire, de capture des dauphins avec ce qu'ils appellent des pingers. Donc c'est vraiment des petits dispositifs qui visent à éloigner le dauphin qui souhaiterait s'approcher du filet. Donc, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une certaine forme de retard, et en fait, je dirais que c'est ça que pointe le plus du doigt Sea Shepherd, c'est que aujourd'hui, les méthodes de pêche qu'on utilise, et celle-ci, du coup, en fait partie, on voit que elle ne permet pas aujourd'hui une certaine sélectivité de la capture qui n'inflige pas des dommages donc à des populations comme les populations de dauphins. Mais cette thématique, on la retrouve pour beaucoup d'autres espèces. Donc quand on parle des fois aussi de pêche à la palangre et autres, donc nous c'est vrai que sur l'association Aileron, c'est des sujets aussi qu'on maîtrise mieux, mais sur la pêche à la palangre, on a souvent plusieurs requins pour un poisson pêché, un poisson ciblé pêché, je veux dire. Donc on est vraiment aujourd'hui aussi sur une grosse thématique
dans le secteur de la pêche, c'est l'évolution des techniques de capture et pour les rendre, on va dire, plus éco-compatibles ou en tout cas plus durables avec les populations d'espèces marines. Bah, je vais te faire commenter une seconde vidéo avec Hugo Clément toujours sur Europe 1 qui date donc je crois de juin 2020 où tu vas voir, ça va faire un peu écho à ce que tu viens de dire et on en parle juste après. Sur le front des animaux menacés, c'est le 3e tome de la grande saga d'Hugo Clément sur le front 2. Ce sera demain soir à France 2 à 21h. On parle des animaux qui ont disparu, qui sont menacés. Vous passez aux requins. Il existe 500 espèces de requins dont un tiers est menacé. Vous dites, vous en avez peut-être déjà mangé. Et alors du coup, je me suis posé la question, j'en ai dans un restaurant chinois, pas du tout. Vous allez dans un supermarché, un intermarché, pour ne pas le citer, du Lot-et-Garonne, normal, ordinaire, vous en trouvez. Et là, on n'est plus dans Ushuaïa, on est dans Cache Investigation. On vend vraiment du requin dans les supermarchés français. On vend encore du requin, des espèces protégées, des espèces menacées dans certains supermarchés français et dans certaines poissonneries. Mais alors expliquez, comment se fait-il que s'il est protégé, que la pêche est interdite, on en trouve sur les étals du supermarché? Eh ben, c'est une faille de la législation, c'est-à-dire que quand les requins sont capturés de manière accidentelle, qu'on retrouve un requin menacé dans un filet, on a le droit de le vendre. Sauf qu'évidemment, personne n'est là pour vérifier que la capture est accidentelle. C'est impossible à vérifier. Donc, on peut retrouver du requin-renard, en l'occurrence, c'est ce qu'on montre dans le film, en poissonnerie et au supermarché, ce qui pose problème, évidemment, parce que les gens qui viennent acheter cette chair-là ne savent pas forcément que c'est une espèce menacée d'extinction. Donc voilà, là c'est un extrait qui est un peu dans la continuité de ce que tu disais, dans le sens où on se retrouve à donc pêcher accidentellement donc des dauphins, des requins, et on se retrouve avec un requin après qui va quand même être vendu dans une poissonnerie et que on va retrouver dans nos assiettes. Comment on se retrouve dans cette situation? C'est-à-dire que il y a pas un moyen de faire en sorte que quand même ce requin ne se retrouve pas dans une poissonnerie, ou je sais pas ce que tu en penses. Alors, je trouve que c'est bien qu'il se retrouve dans une poissonnerie parce qu'au moins on l'utilise s'il est pêché. Voilà, c'est ça. C'est vraiment toute la complexité de la question. C'est vrai que Hugo Clément l'a très bien dit. En soi, aujourd'hui, il existe des espèces qui sont menacées d'extinction, voire certaines finalement sont même protégées. Donc normalement, il est interdit de les pêcher, mais finalement, on se retrouve dans la situation où des pêches accidentelles ont lieu, et du coup, le pêcheur est autorisé à le débarquer pour le commercialiser. Donc il y a un effet un peu pervers, je dirais, où c'est vrai qu'on se dit, autant le valoriser plutôt qu'il soit rejeté à la mer, parce que le pêcheur, peut-être qu'il n'a pas envie non plus de prendre. Si on mettait un système d'amende ou au port, forcément il ne va pas ramener un requin si c'est pour prendre une amende derrière. Donc si c'est pour le pêcher, il est déjà mort de toute manière, le relancer à la mer, c'est vrai qu'il y a aussi cet effet pervers. Pour autant, c'est pas non plus la solution. Je pense que la situation actuelle n'est pas non plus très fonctionnelle, puisque du coup, on se retrouve, et assez souvent, nous, c'est un combat qu'on mène aussi au sein de l'association Aileron, avec des espèces, le requin-renard en fait totalement partie, menacées d'extinction, qu'on retrouve dans des restaurants, dans des poissonneries. Et donc, je dirais qu'il y a peut-être deux choses à faire évoluer pour éviter cela. Je pense nous, c'est un travail qu'on mène, mais on doit faire évoluer les mentalités. Donc ça va jusqu'à celle finalement du poissonnier, qui aussi, on va dire que ça va du poissonnier, mais même au consommateur. C'est-à-dire que le consommateur doit prendre conscience que, je pense que si on mettait un dauphin sur un étal de poissonnerie, les gens se poseraient pas trop la question, est-ce qu'il faut que je l'achète ou pas. Il y a vraiment une sensibilité qui n'existe pas aujourd'hui pour les requins. Donc je pense il y a vraiment cette sensibilisation du consommateur, mais aussi du poissonnier. C'est-à-dire que nous, on essaie de travailler, c'est des projets, on en reviendra tout à l'heure, mais voilà, de faire comprendre aux poissonniers qu'il y a des espèces on pourra leur proposer via les systèmes de vente dont je parlais tout à l'heure, mais qui sont menacées d'extinction. Donc, finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine responsabilité du poissonnier à dire non, moi je ne vends pas ces espèces, mais aussi du restaurateur. C'est-à-dire que le restaurateur qui dit, et nous, on a quelques belles success stories, je dirais, où on a pu discuter avec des restaurateurs qui mettaient couramment du requin peau bleue, même parfois du requin mako, requin renard, donc des espèces qui normalement sont menacées d'extinction. Et on est arrivé aussi, en discutant avec eux, à leur faire comprendre, mais ce sont des espèces menacées, leurs populations sont en déclin. Et pour beaucoup, ça a été un peu le déclic. On dit, en fait, je ne savais pas, donc merci de m'en tenir informé. Et je le retire de ma carte, par exemple, pour des restaurateurs. Et après, je dirais aussi, dernière mesure, il faudrait aussi qu'il y ait une évolution générale, je pense, de la réglementation vis-à-vis du requin. On voit qu'aujourd'hui, il y a quand même une partie des espèces qui sont encore autorisées à la pêche, autorisées à la commercialisation, et l'Europe, la France, notamment l'Espagne, sont des pays fortement exportateurs de requins, donc de produits de produits issus du requin.
voilà, vers des pays asiatiques ou autres. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait et je pense que la réglementation devrait évoluer pour voilà, limiter peut-être aussi le commerce de ces espèces qui, pour beaucoup, sont en déclin, en danger d'extinction. En Méditerranée, c'est 50% des espèces de requins qui sont menacées d'extinction. Donc, C'est édifiant. sauf que, on va dire qu'ils ne parviennent pas à passer la barrière médiatique comme l'ont pu faire, je dirais, d'autres espèces comme les dauphins. Il y a toujours des bonnes ou mauvaises espèces. Et le requin a toujours eu une mauvaise réputation. C'est ça. Et je dirais, si je souhaite terminer là-dessus, c'est vrai que le reportage ou l'extrait là est assez parlant parce que bon, on voit bien le requin sur l'étal, mais au-delà de ça, aujourd'hui, nous, c'est aussi un autre enjeu qu'on essaye de porter. Le requin peut se trouver ailleurs. Le requin peut se trouver dans des crèmes de beauté, dans des cosmétiques, c'est-à-dire que voilà, il y a de l'huile de foie de requin qui peut être utilisée, donc dans la formulation de certaines crèmes. Ça peut être aussi dans des compléments alimentaires à base de cartilage, et on se retrouve même des fois dans des enseignes agriculture biologique, naturelle, voilà, très, qui peuvent être très, on pourrait se dire, éthiques, sains, durables, et en fait qui vendent des fois des coproduits de la pêche du requin. Et donc ça pose aussi question sur, finalement, je l'évoquais tout à l'heure, en fait on est tous concernés en tant que consommateurs, mais aussi en tant que citoyens, sur ces choix de consommation, de près ou de loin par la pêche, et notamment nous sur notre combat au sein d'Aileron par les requins et les raies. Ok, merci beaucoup Martin. On va parler de ton asso dans quelques minutes. Avant de rentrer dans les détails du travail de ton association, pour clôturer le sujet de la pêche, qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, quels sont les enjeux de la pêche pour demain? Quelles sont les alternatives? En tout cas, comment on pourrait tout simplement mieux pêcher? Alors, je reprendrai un peu le triptyque que j'évoquais tout à l'heure, là, sur les 3 gros enjeux, on va dire un enjeu environnemental, un enjeu d'équitabilité et un enjeu économique. Voilà, aujourd'hui, de toute façon, les rapports sont assez parlants. En Méditerranée, par exemple, on est à 75-80% des stocks qui sont surexploités. Et là, on parle seulement des stocks qui sont évalués. On ne connaît pas l'état de chaque espèce dans la mer. Donc, il y a aussi vraiment un gros enjeu environnemental là-dessus. Je pense que cet enjeu environnemental doit s'articuler très fortement quand on va parler de gouvernance, parce que la pêche, on parle forcément de gouvernance parce qu'on parle d'interaction entre des pêcheries, de toute façon au sein d'un même pays, mais aussi entre des pays différents. En Europe, c'est très parlant. Et je pense que du coup, il y a de grosses questions sur comment contrôler ces espaces, comment mieux les gérer, notamment aussi dans les eaux internationales. C'est vraiment des sujets, je pense, qui doivent être vraiment approfondis. Quand je parlais d'équitabilité, donc comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a vraiment un gros enjeu donc pour restaurer finalement un équilibre entre ces petits pêcheurs et ces plus gros pêcheurs. Donc voilà, que ce soit au sein d'un même pays, donc voilà, par exemple on le voit en France entre des ligneurs de bar et des grosses unités de pêche, mais aussi entre différents pays. En Afrique de l'Ouest, on a des pêcheries artisanales sénégalaises qui ne parviennent pas ou plus à pêcher parce qu'il y a des grosses flottes industrielles européennes et chinoises. Ça pose des questions aussi en termes d'impact diplomatique et finalement même d'impact pour le pays, où voilà, là ça modifie énormément les économies littorales qui sont très très dépendantes de ces ressources côtières. En termes d'enjeux économiques, je dirais beaucoup de pêcheries devraient faire évoluer leur modèle. Ça doit passer par une valorisation différente de leurs produits. Aujourd'hui, on est dans des logiques de circuits courts, de produits frais, donc il y a beaucoup d'initiatives qui émergent là-dessus, mais j'ai envie de dire que la pêche a encore aussi une belle marche à franchir pour aussi restaurer, recréer ce lien entre producteurs et consommateurs. Et je pense que ça fait partie aussi de ce patrimoine que peut nous apporter la pêche. Et pour finir, et je dirais de façon transversale sur ces 3 enjeux, si vous voyez la géométrie, le changement climatique en fait viendra indéniablement perturber ces 3 enjeux et les équilibres en fait qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui, on parle de comment faire évoluer une flotte vieillissante de navires de pêche qui est extrêmement consommateur de carburant. Donc voilà, comment la pêche sera rentable demain si on a un prix du carburant qui double. En termes d'émissions, ça pose aussi des questions. Et donc la question du changement climatique se posera vraiment à toutes ces échelles, que ce soit pour le pêcheur, mais pour la ressource aussi, parce qu'on aura des stocks qui vont être amenés à migrer. Les pêcheurs ne pourront pas forcément migrer eux aussi. Ouais. Donc ça pose vraiment de grosses questions sur l'ensemble de la filière et même socialement, voilà, comment intégrer toutes ces modifications de la société, mais aussi du changement climatique. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup Martin pour toute cette belle explication, en tout cas sur le sujet de la pêche. On va, avant d'aller sur les questions plus personnelles, on va parler quelques minutes du travail de ton association.
Donc on va revenir sur ces activités. Déjà, j'ai envie de te dire une première question. Du coup, on a parlé de la pêche. Là, on va parler de ton association qui, du coup, en tout cas, participe un peu à la préservation donc, des espèces marines. Ce lien, il n'est pas contradictoire, tout simplement. Eh ben écoute, c'est très intéressant parce que c'est vrai et personnellement, on peut assez rapidement être catégorisé, vu comme en fait, soit tu fais de la pêche, soit tu fais de la préservation de l'environnement. Je l'évoquais un peu tout à l'heure, mais pour moi, les deux sont indissociables en fait. La pêche, donc forcément, elle a un impact, elle prélève sur le milieu marin, mais pour moi, elle est le pendant aussi de la préservation marine. En modulant les niveaux de capture, on module ou on participe ou non à la préservation des espèces. Et après, c'est aussi une vision, je pense, mais moi, la vision en tout cas dans laquelle je crois et dans laquelle je défends, c'est que les deux ont un équilibre à trouver, un consensus à trouver, et personnellement, je ne crois pas à un arrêt de la pêche. Voilà, je pense que la pêche fait partie des activités humaines, elle fait partie des ressources alimentaires dont nous avons besoin, mais je pense que de façon plus intelligible, il faudrait mieux l'articuler entre préservation des ressources marines et activité de prélèvement, quoi. Ok, donc en parlant de préservation des espèces marines, vous, votre association, donc l'association Aileron, qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour protéger, par exemple, des requins ? Alors en fait, nous, en quelques mots, on a 2 grands volets au sein de l'association. Donc dans le premier, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui vise à mieux comprendre, donc, au travers de ce qu'on a appelé les sciences participatives, ces espèces, donc les requins, les raies, donc plus particulièrement en Méditerranée, c'est un peu notre échelle d'action. Donc quand je parle de sciences participatives, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on va essayer de valoriser aujourd'hui toutes les observations qui sont faites par les usagers de la mer, donc les plaisanciers, les plongeurs, même les pêcheurs, ils font partie, comme je l'évoquais tout à l'heure, ils font partie de ce système d'acteurs. Et en fait, tous ces acteurs vont nous rapporter de la donnée. Ils vont nous rapporter des observations. Et donc notre objectif derrière, ça va être de capitaliser tout ça, nous, en tant qu'association, et d'en tirer un maximum d'informations. Alors là, ça fait concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire qu'on va avoir des projets qui visent à mieux comprendre comment se déplacent certaines espèces, comment elles se répartissent. Typiquement, pour en évoquer un nous, on en est assez fiers, un projet qui s'intéresse à l'espèce le diable de mer. Donc c'est une espèce de raie qui ressemble un peu à une raie manta. On va dire que c'est sa cousine méditerranéenne. Et nous, notre objectif, c'est que cette espèce-là, aujourd'hui, on suppose, en tout cas les évaluations donnent une situation en danger critique d'extinction. Donc c'est une espèce qui est en fort déclin. Mais en fait, on ne sait rien sur cette espèce. Et du coup, nous, on est parti un peu aussi de ce constat-là, de se dire, c'est une espèce endémique en Méditerranée, on sait qu'elle est en danger d'extinction, qu'est-ce qu'on peut faire pour la protéger ? Et donc on s'est dit, pour arriver à la protéger, il faut déjà mieux la comprendre. Et finalement, ce qu'on a vraiment tenté de faire, c'est que là, on a un projet où on part au large de la Corse. Et l'idée, c'est vraiment de poser des balises, en tout cas d'observer des individus et si possible poser des balises satellites qui vont nous permettre, nous derrière, de nous renseigner sur la localisation de l'espèce, de son déplacement dans la colonne d'eau. Et en fait, ce qui est assez fou et la fierté qu'on en retire, c'est qu'on a été finalement les premiers, alors qu'on est une association, à poser une balise sur cette espèce-là en Méditerranée. Donc c'est là où aussi on voit l'impact que peut avoir, on va dire, une simple association qui est assez locale, hein. On n'a pas du tout l'épaule de Greenpeace ou enfin la largeur d'épaule de Greenpeace ou de Sea Shepherd, mais voilà, on peut arriver nous aussi à notre échelle à mener des projets de sciences participatives qui nous créent de la donnée, et nous derrière on travaille avec les organismes scientifiques, le Muséum national d'histoire naturelle, les scientifiques de l'Office français de la biodiversité, pour mieux comprendre cette espèce, et derrière, si on la comprend mieux, on peut mieux la protéger. En rebondissant sur ce que tu disais sur Sea Shepherd, est-ce que vous vous sentez, vous aussi, dans votre rôle, plutôt une association militante ? Alors, je dirais, si on parle de militants, si on parle d'action, on va dire, un peu plus scientifique, je dirais les deux, mon capitaine. Tout d'abord, il y a vraiment un intérêt, je pense, d'avoir ces deux types de positions, de postures dans l'écosystème associatif. Nous avons, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Sea Shepherd, donc des associations très, très militantes, donc qui ont un impact médiatique assez énorme, et qui arrivent donc vraiment à faire une grande représentation de certaines causes, et qui les font avancer en fait. Elles arrivent, le cas de Sea Shepherd, je trouve pour le milieu marin, est vraiment révélateur, parce que leur posture fait bouger les lignes, et c'est ce qui permet aussi de mettre ces sujets à l'agenda des politiques. Et donc c'est pour ça que je pense que ce type d'association ont leur place réellement dans l'écosystème associatif.
Nous, au sein de l'association Aileron, je dirais qu'on a une forte culture scientifique qui vient du fait que l'association a été créée à l'Université de Montpellier. Donc je dirais, cette culture scientifique nous amène beaucoup plus vers une logique de projet, comme je l'évoquais, projet de sciences participatives, des projets de sensibilisation. Et je dirais que derrière cette logique de projet, il y a une logique aussi qui est très partenariale et très terrain. Nous, on préfère et on apprécie beaucoup, on va dire, avancer avec l'ensemble des parties prenantes, on va dire, dans un sens commun. C'est vraiment ce qu'on défend. Et après, bon, bien sûr, on défend aussi une ligne, on pourrait dire militante, parce que forcément, on vise à sensibiliser les personnes sur une espèce qui est menacée. Donc voilà, forcément, il y a aussi un engagement, je veux dire, au-delà du dogme scientifique ou de la doctrine scientifique qu'on a développé. Ok, merci beaucoup Martin. L'horloge tourne un peu contre nous. Est-ce que, avant de clôturer le sujet, est-ce que tu as quelques derniers mots à dire sur l'association ou est-ce que je te propose de passer aux questions plus personnelles, comme tu le souhaites? Écoute, en 2 mots, je dirais que nous, j'évoque un peu l'association Aileron aussi dans le temps. Donc vraiment, on a été une petite association et aujourd'hui, je vois qu'on grandit et ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que ce genre de sujets intéressent et sont importants pour les gens. Et en tout cas, ce que j'espère, c'est que nous, dans tous les cas, on ne souhaite pas du tout remplacer Sea Shepherd ou Greenpeace. Ils font ce qu'ils font, c'est déjà bien, et ils le font bien mieux que nous. Donc on va pas trouver notre créneau là. Donc non, je dirais que nous, l'association Aileron, on a vraiment il y a beaucoup de choses à faire sur la protection des requins et raies. Comme on l'évoquait, c'est des espèces un peu orphelines. Elles font un peu elles subissent un peu un délit de faciès, je dirais. Donc voilà, on se souvient bien de Flipper le dauphin, mais un peu moins bien des Dents de la Mer. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, nous, notre leitmotiv et notre objectif, c'est vraiment de faire avancer l'ensemble de la société civile sur ces problématiques et aujourd'hui de mieux protéger les requins et les raies. Ok, merci beaucoup Martin. On va se laisser le temps d'une musique et on se retrouve juste après pour les questions plus perso. Allez, à de suite. Baby, baby, no, you like to toe the line. If you're fed up, I can come and occupy. Let's go crazy, let's get into trouble tonight. Oh, I like the danger, dancing on the upper hand. Kissing strangers, jumping over where I land. If you're ready, I can show you something tonight. That's right. You can't deny it. You know you're such a good boy, good boy. I wanna make you my toy, my toy. I wanna mess with you. I can hide it. Ooh, you're such a good boy, good boy. How can I make you my toy, my toy? Baby, baby, I can feel you apprehend. You ain't waited, but then you can play pretend. Fake it till you make it, then we'll do it again. Amen. Break the rules, let's do something we never do. Inhibitions, only thing we're gonna lose. You might like it, baby, if you give it a try. That's right. And you can't deny it. You know you're such a good boy, good boy. I wanna make you my toy, my toy. I wanna mess with you. I can hide it. Oh, you're such a good boy, good boy. How can I make you my toy, my toy? I wanna mess with you. Can't deny it. You know you're such a good boy, good boy. I wanna make you my toy. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Martin, avec qui on a parlé de la pêche, de son association Aileron. Et là, on va enchaîner assez rapidement, parce que comme je disais, l'horloge tourne un peu contre nous, sur les questions perso. Et la première que je vais te poser, c'est: est-ce que tu as des habitudes un peu écolo dans ton quotidien et pourquoi tu les as lancées?
Alors, je trouve que c'est hyper important. On parle beaucoup de responsabilité, on va dire, des États, responsabilité des gouvernements. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une responsabilité un peu personnelle. Faut pas non plus rentrer comme certaines marques ou certaines grandes entreprises, rentrer dans le schéma. Bon, il y a 90% c'est du perso et 10% c'est nous qui allons faire évoluer nos pratiques et nos méthodes. Mais c'est vrai que je pense que, comme tout un chacun, j'essaye autant que faire se peut. Je pense qu'il est difficile aujourd'hui, il ne faut pas le nier, hein, de devenir responsable et durable. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et moi, on va dire que je l'ai vécu aussi, enfin, je le vis encore aussi tous les jours. Mais c'est vrai que je dirais c'est une transition vers quelque chose de plus sobre, une plus grande sobriété à mon échelle. Donc que ce soit au niveau de l'alimentation, réduire les produits carnés. Voilà, c'est aussi une sobriété dans les déplacements. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses incroyables à découvrir pas loin de chez soi. On est trop vite tenté pour aller prendre l'avion au bout du monde alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a à 30 km de chez soi. Alors forcément, c'est plus sympa de dire que vous revenez de Corinthe que de Corrèze. Mais voilà, je pense vous en serez pas moins intéressant au bureau, je pense. Et dernier, je pense que voilà, c'est aussi sur des petites choses du quotidien. Voilà, pareil sur la manière de s'habiller. Je pense que voilà, aujourd'hui, on peut s'habiller en moindre quantité, mais en meilleure qualité. Et, voilà, éviter la fast fashion. Et après, peut-être une petite suggestion à ce sujet. Ce qui est très intéressant, moi je l'ai fait, ça m'aide aussi à me donner une boussole. C'est de réaliser ce qu'on appelle un calcul d'empreinte carbone. Donc pour voir en fait à chacun quelles sont ses parts d'amélioration. Et je pense que si chacun le fait, ça pourra lui faciliter la trajectoire à prendre. C'est que ça, c'est une bonne initiative, tu as raison Martin. Est-ce que tu as une œuvre à conseiller sur l'environnement ou en général ? J'ai envie d'en donner deux. Une plutôt académique, une plutôt passionnelle. Pour comprendre la pêche, il en parlera beaucoup mieux que moi, l'ouvrage de Didier Gascuel, pour une révolution dans la mer. Donc c'est une mine d'informations. Didier Gascuel est aujourd'hui un des plus grands scientifiques de la pêche. Voilà, il est très très mobilisé sur ces sujets. Et pour l'œuvre un peu plus passionnelle, ou en tout cas, je citerai Le Printemps silencieux de Rachel Carson, qui est selon moi en fait un des ouvrages précurseurs de tous les grands mouvements écologistes. Et voilà, c'est une personne qui est assez formidable, qui est décédée aujourd'hui, mais qui relate comment l'essor des produits agrochimiques ont risqué de faire disparaître les oiseaux de nos campagnes et donc nous les rendre plus silencieuses. Ok, on note ça. Est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire ? Je citerai Gaël Giraud, qui était ou qui est économiste en chef de l'IRD. Donc c'est une personne, je trouve, très inspirante pour la posture qu'il prend et les combats et l'engagement qu'il a décidé de faire en s'orientant tel qu'il est aujourd'hui. C'est vrai que là, en ce moment, en plus, il se bat en faveur d'une primaire populaire, j'ai vu ça, donc c'est que c'est une belle initiative. Tu t'informes sur quels médias, sur les sujets environnementaux ? Assez classiquement, je citerai Le Monde, parce que je pense que c'est un journal qui couvre globalement tous les sujets, donc je pense que c'est important de l'avoir en tête. Après, j'aime bien la compléter avec The Conversation, qui est, au-delà des sujets environnementaux, c'est un média libre d'accès scientifique, et en fait, souvent très intéressant, avec une lecture très académique, mais qui complète bien. Ok. Et pour finir, la question la plus sympa, si tu devais être donc dans la même pièce que monsieur ou madame le président, donc dans les prochains mois, le futur ou la future présidente, qu'est-ce que tu lui dirais sur par exemple un conseil sur un sujet environnemental précis ? Alors, j'essaierai de lui donner un conseil, ou on va dire deux conseils, un conseil de fond et un conseil de forme. Gouverner, c'est anticiper. Je pense qu'en plus, tout politique le sait mieux que moi, mais je pense que toute future personnalité politique, de l'élu le plus local au président de la République, devrait être en connaissance des rapports du GIEC. Véritablement, c'est dans ces rapports que sont contenues les trajectoires de la société dans les 50 prochaines années. Donc, je trouve s'en passer, ce serait faire preuve d'un manque de lucidité. Et un conseil de forme, pour moi, ces sujets de la transition, forcément, sont ambitieux, donc inédits. Et je pense que face à l'intimidation qu'ils peuvent provoquer, je pense qu'un courage politique serait le bienvenu. Bon, écoute, j'espère qu'il ou elle t'écoutera. Merci beaucoup, Martin, pour ce super entretien. Merci à toi, c'était un plaisir de parler de ces sujets. C'était vraiment, vraiment passionnant. Je vais conclure en quelques mots rapidement, avant de laisser l'antenne.
Nous avons pu aborder ensemble la gestion politique complexe de la pêche, les enjeux actuels, mais aussi la protection de certaines espèces marines avec le rôle important d'associations comme Aileron. Effectivement, la pêche industrielle, la surpêche ou même la pêche illégale impacte la biodiversité marine. Tout ceci croisé au changement climatique qui réduit le stock de poissons dans nos mers et océans à cause, entre autres, de l'acidification et l'augmentation de la température de nos eaux. En somme, il va falloir se tourner face à ces problématiques vers une nouvelle façon de pêcher. Mais nous devons prendre en compte également les enjeux économiques omniprésents et en partie ceux liés à la PCP, la politique commune de la pêche. En effet, comme toujours, de nombreux éléments sont à prendre en considération, mais même si le levier principal est politique, individuellement, dans nos consommations, nous pouvons agir. Et si vous souhaitez vous impliquer davantage dans la protection de la biodiversité marine, de nombreuses associations comme Aileron, Greenpeace, Sea Shepherd recherchent des volontaires pour les accompagner dans leurs actions. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Martin encore pour cet épisode et à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous sur Radio Alliance Plus et Rage pour une nouvelle émission. Pour écouter l'épisode, je vous invite à aller comme toujours sur le site de Radio Alliance Plus ou bien sur Spotify ou Deezer. Et on n'oublie pas de suivre la page Facebook et Instagram du podcast. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye!